Je m'appelle Claire, j'ai 42 ans, et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour raconter une histoire qui a brisé mon cœur avant de me rendre plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Pendant 18 ans, j'ai été l'épouse de Julien, un homme que j'ai aimé avec une passion qui, je le comprends maintenant, m'a parfois aveuglée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un mariage, mais celle d'une trahison, d'un secret, et d'une vengeance si douce qu'elle me fait encore frissonner. Asseyez-vous, écoutez-moi, car ce que je vais vous raconter n'est pas seulement mon histoire, mais peut-être un écho de la vôtre. Introduction, un mariage sous l'ombre d'une famille. Tout a commencé il y a 18 ans, dans une petite ville de province, où les rues pavées et les maisons en pierre semblent figées dans le temps. J'avais 24 ans, un diplôme en littérature et des rêves d'écrire des romans qui toucheraient le cœur des lecteurs. Mais Julien est entré dans ma vie comme un tourbillon. Grand, charismatique, avec un sourire qui faisait fondre toutes mes défenses, il était l'héritier d'une famille bourgeoise, les Delacroix, dont la réputation pesait lourd dans notre petite communauté. Les Delacroix possédaient des terres, des entreprises, et une influence qui s'étendait bien au-delà de notre ville. Moi, fille d'un instituteur et d'une infirmière, je n'avais rien d'autre à offrir que mon amour et ma détermination. Julien m'a séduite avec des promesses d'un avenir radieux. Ensemble, nous serons invincibles, disait-il, ses yeux bleus brillant d'une assurance qui me faisait croire en l'impossible. Nous nous sommes mariés un an plus tard, dans une église bondée de regards scrutateurs, ceux de sa famille, en particulier. Sa mère, Monique, une femme aux cheveux argentés et au port altier, m'a toisé ce jour-là comme si j'étais une intruse. Son père, Gérard, plus discret mais tout aussi intimidant, m'a serré la main avec une froideur qui m'a glacé le sang. Les 6 frères et sœurs de Julien, 3 frères, 3 sœurs étaient là aussi, chacun avec une personnalité qui semblait taillée pour me rappeler que je n'appartiendrais jamais vraiment à leur monde. Il y avait Marc, l'aîné, un homme autoritaire qui dirigeait l'entreprise familiale avec une poigne de fer. Sophie, la cadette, une femme élégante mais envieuse, qui ne manquait jamais une occasion de souligner mes origines modestes. Les autres Paul, Laurence, Vincent et Camille formaient un chœur de jugement silencieux, leur sourire poli cachant des pensées que je devinais hostiles. Pourtant, j'ai cru que l'amour de Julien suffirait à combler ce vide. J'avais tort. Nous avons eu 2 enfants, Emma, aujourd'hui 15 ans, et Lucas, 12 ans. Ils sont ma lumière, ma raison de vivre. Mais élever des enfants dans l'ombre de la famille Delacroix n'a jamais été simple. Chaque dîner de famille était une épreuve. Les remarques de Monique, toujours acérées, me visaient comme des flèches. Claire, tu devrais apprendre à mieux gérer tes enfants, ils manquent de discipline, lançait-elle, un verre de vin à la main, tandis que Julien baissait les yeux, évitant mon regard. Les autres riaient, ou pire, acquiesçaient. J'ai appris à encaisser, à sourire, à ravaler ma fierté pour le bien de notre famille. J'ai abandonné mes rêves d'écriture pour devenir l'épouse parfaite, celle qui organise les dîners, qui soutient Julien dans ses ambitions, qui apaise les tensions avec sa famille. Notre maison, une belle bâtisse héritée des Delacroix, était à la fois un refuge et une prison. Chaque pièce portait l'empreinte de leur histoire, des portraits d'ancêtres aux regards sévères, des meubles anciens qui semblaient murmurer que je n'étais qu'une passagère dans leur monde. Julien, lui, s'éloignait peu à peu. Ses nuits tardives au bureau, ses silences, ses regards distants. Je sentais qu'il m'échappait, mais je refusais de l'admettre. Un soir, alors que je rangeais son bureau, j'ai trouvé une note manuscrite, glissée dans un tiroir. Quelques mots, griffonnés à la hâte, Amélie, 19 h, hôtel Le Cygne. Mon cœur s'est arrêté. Amélie. Ce nom ne me disait rien, mais il portait une menace que je ne pouvais ignorer. J'ai refermé le tiroir, le souffle court, et je me suis promis de découvrir la vérité. Ce n'était que le début. Déclencheur, la confrontation chez le notaire. Quelques semaines plus tard, Julien m'a annoncé, d'un ton sec, que nous devions nous rendre chez le notaire. C'est important, Claire. Toute la famille sera là. Sa voix était froide, dénuée de l'affection qu'il me témoignait autrefois. J'ai voulu poser des questions, mais il m'a coupé, tu comprendras sur place. Une boule d'angoisse s'est formée dans ma gorge. J'ai pensé à mes enfants, restés à la maison avec une baby-sitter. Emma m'avait regardé avec inquiétude avant que je parte. Maman, tout va bien? J'avais souri, incapable de lui dire que je n'en avais aucune idée. Le cabinet du notaire, Maître Dubois,
était un lieu austère, avec des murs lambrissés et une odeur de vieux papier. Lorsque je suis entrée, j'ai été accueillie par un tableau qui m'a fait frémir, Julien, ses parents, et ses 6 frères et sœurs, tous assis autour d'une grande table en chêne. Leurs regards convergeaient vers moi, certains méprisants, d'autres impatients. Monique, droite comme un i, arborait un sourire satisfait qui me donnait la nausée. À côté de Julien se tenait une jeune femme, presque une adolescente, avec des cheveux blonds et un air de défi. Amélie. Je l'ai reconnue immédiatement, sans jamais l'avoir vue. Mon cœur s'est serré, mais je me suis forcée à avancer, tête haute. Maître Dubois, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes rondes, m'a salué avec une politesse distante. Madame Delacroix, asseyez-vous, je vous en prie. Sa voix était calme, mais il y avait dans son regard une lueur que je ne parvenais pas à déchiffrer. Je me suis assise, mes mains tremblantes posées sur mes genoux. Julien a pris la parole sans préambule. Claire, il est temps d'être honnête. Je veux divorcer. Les mots ont claqué comme un coup de fouet. Avant que je puisse répondre, il a continué, sa voix pleine d'une assurance arrogante. Amélie est enceinte. Elle porte mon enfant. Il a posé une main possessive sur l'épaule de la jeune femme, qui m'a lancé un sourire narquois. La pièce semblait s'effondrer autour de moi. 18 ans de mariage, de sacrifice, réduit à néant en une phrase. Monique a pris la parole, sa voix dégoulinante de triomphe. Enfin, un véritable héritier pour la famille Delacroix. Elle a jeté un regard dédaigneux à mes enfants, absents mais implicitement visés. Claire, tu comprends que ta place n'est plus ici. Signe les papiers, et finissons-en. Les frères et sœurs de Julien ont hoché la tête, comme un tribunal prêt à rendre son verdict. Marc, l'aîné, a ajouté, ne fais pas d'histoire, Claire. Tu n'as jamais été à la hauteur de notre famille. Sophie a ricané, et les autres ont suivi, leur voix formant un chœur d'humiliation. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai ravalées. Pas ici. Pas maintenant. Maître Dubois a poussé un document vers moi, un stylo posé à côté. Madame, voici les termes du divorce. Lisez attentivement. Sa voix était neutre, mais il m'a regardée avec une intensité qui m'a surprise. J'ai pris le stylo, mes doigts tremblants. La famille entière me fixait, attendant que je cède, que je m'effondre. Mais quelque chose en moi refusait de leur donner cette satisfaction. J'ai repensé aux semaines précédentes, à mes soupçons, à la note dans le tiroir, aux conversations chuchotées que j'avais surprises entre Julien et sa mère. J'ai repensé à un vieux coffre que j'avais trouvé dans le grenier, rempli de documents anciens. L'un d'eux, à moitié déchiré, mentionnait un testament, une clause obscure concernant l'héritage des Delacroix. Je n'avais pas encore tout compris, mais une intuition me disait que ce document était la clé. Et puis, il y avait Maître Dubois, qui m'avait contacté discrètement quelques jours plus tôt, me demandant si j'avais trouvé quelque chose d'intéressant dans les affaires de la famille. Son ton laissait entendre qu'il en savait plus qu'il ne le disait. J'ai regardé le document devant moi. J'ai regardé Julien, Amélie, Monique, tous ces visages pleins de certitude. Et j'ai souri. Un sourire discret, presque imperceptible, mais qui a fait froncer les sourcils de Monique. Signe, Claire, a-t-elle répété, agacée. J'ai pris le stylo, et sans un mot, j'ai signé. Un silence lourd a envahi la pièce. Maître Dubois a toussé, un son qui semblait chargé de sous-entendus. Madame, êtes-vous certaine de vouloir signer? Maintenant, a-t-il demandé, ses yeux plongés dans les miens. J'ai hoché la tête, mon sourire s'élargissant légèrement. Oui, maître. Je suis certaine. Ce qu'ils ne savaient pas tous, c'est que le document que je venais de signer n'était pas seulement un acte de divorce. C'était le premier pas vers une vérité qui allait bouleverser leur monde. Et j'étais prête à attendre, à jouer mes cartes au bon moment. Parce que, dans cette famille où l'on m'avait toujours traitée comme une étrangère, j'avais appris une chose, les secrets sont des armes, et j'en tenais un qui valait plus que tout leur or. Partie 2, montée du drame. Je suis sortie du cabinet du notaire avec un mélange de rage et de détermination qui bouillonnait dans mes veines. Le regard triomphant de Monique, le sourire narquois d'Amélie, la froideur de Julien, tout cela tournait dans ma tête comme un écho insupportable. Pourtant, au fond de moi, une petite voix murmurait, ils ne savent pas encore. Ils ne savent rien.
Mon sourire, ce sourire que j'avais affiché en signant, n'était pas celui d'une femme vaincue. C'était celui d'une femme qui tenait une arme secrète, une arme que je devais manier avec prudence. Mais pour comprendre comment j'en étais arrivé là, il faut remonter quelques semaines en arrière, avant cette scène humiliante chez Maître Dubois. Ces semaines où j'ai découvert la vérité, où les obstacles se sont dressés devant moi, où j'ai appris à me battre dans l'ombre. La découverte de la trahison, tout a vraiment basculé le soir où j'ai trouvé cette note dans le bureau de Julien. Amélie, 19h, hôtel Le Cygne. Ces mots, griffonnés de sa main, ont été comme un poignard planté dans ma poitrine. Je me souviens d'être resté figé, le papier tremblant entre mes doigts, tandis que le silence de la maison m'enveloppait. Les enfants dormaient à l'étage, et Julien, comme d'habitude, était retenu au bureau. Cette excuse, je l'avais entendue des dizaines de fois. Les réunions tardives, les voyages d'affaires, les appels qu'il prenait à voix basse. J'avais fermé les yeux, par peur, par faiblesse, par amour peut-être. Mais cette note a brisé quelque chose en moi. Ce soir-là, j'ai décidé que je ne serais plus la femme naïve qui attendait patiemment que son mari revienne. Le lendemain, j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai fouillé son bureau, ses emails, son téléphone quand il le laissait traîner. Chaque découverte était une nouvelle blessure. Des messages d'Amélie, une jeune femme de 19 ans, secrétaire dans l'entreprise familiale. Ces mots étaient pleins d'une familiarité qui me donnait la nausée. Mon amour, à ce soir, tu me manques déjà. J'ai trouvé des reçus d'hôtel, des réservations pour des dîners dans des restaurants où Julien ne m'avait jamais emmené. Mais ce n'était pas tout. Dans un dossier caché au fond d'un tiroir, j'ai découvert des relevés bancaires montrant des transferts d'argent vers un compte que je ne connaissais pas. Julien préparait quelque chose, et je commençais à comprendre que sa famille était impliquée. J'ai voulu confronter Julien, mais quelque chose m'a retenu. Une intuition, peut-être, ou la peur de ce qu'il dirait. À la place, j'ai décidé de me taire et d'agir. J'ai commencé à poser des questions discrètes, à observer. Lors d'un dîner chez les Delacroix, j'ai surpris une conversation entre Monique et Marc, l'aîné des frères. Ils parlaient à voix basse, mais j'ai entendu les mots « héritage » et « problème à régler ». Monique a jeté un regard dans ma direction, et j'ai baissé les yeux, feignant d'être absorbé par mon assiette. Ce soir-là, j'ai compris que la trahison de Julien n'était que la partie visible d'un plan beaucoup plus vaste. Les obstacles s'accumulant les semaines qui ont suivi ont été un enfer. Julien devenait de plus en plus distant, à peine présent à la maison. Quand il était là, il évitait mon regard, répondait par monosyllabes. Les enfants le sentaient aussi. Emma, ma fille de 15 ans, devenait silencieuse, ses yeux pleins de questions qu'elle n'osait pas poser. Lucas, lui, se réfugiait dans ses jeux vidéo, mais je voyais bien qu'il souffrait. Un soir, alors que je bordais Lucas, il m'a murmuré « Maman, pourquoi papa est toujours fâché ?» J'ai ravalé mes larmes et lui ai répondu « Ce n'est pas contre toi, mon chéri. Parfois, les adultes ont des soucis. » Mais au fond, je bouillais. Comment Julien osait-il faire souffrir nos enfants pour une gamine de 19 ans? La famille Delacroix, elle, resserrait son emprise. Monique m'appelait presque tous les jours, sous prétexte de discuter des enfants. Mais ces mots étaient des ordres déguisés. Claire, il faut que tu comprennes que Julien a des responsabilités. Ne sois pas égoïste. Pense à l'avenir de la famille. Elle insinuait que je devais accepter la situation, que ma place était de m'effacer. Les frères et sœurs de Julien, eux, me traitaient avec un mépris à peine voilé. Sophie, la cadette, m'a même lancé un jour, lors d'un thé chez elle, « Tu sais, Claire, parfois un mariage doit se terminer pour le bien de tous. Julien mérite mieux. » J'ai serré les dents, mais intérieurement, je hurlais. Financièrement, j'étais coincé. Julien contrôlait nos comptes communs, et chaque fois que je demandais des explications sur les dépenses, il me répondait « Ne t'inquiète pas, je gère. » Mais je voyais les factures s'accumuler, les retraits inexpliqués. J'ai commencé à craindre qu'il ne prépare notre divorce en vidant nos économies. Mes amis, ceux qui me restaient, s'étaient éloignés au fil des années, intimidés par l'aura des Delacroix. J'étais seule, ou presque. Le secret du coffre, c'est dans ce chaos que j'ai trouvé ma première lueur d'espoir. Un après-midi, alors que Julien était absent et les enfants à l'école, je suis montée au grenier de la maison.
Ce grenier, poussiéreux et encombré, était un territoire interdit, réservé aux « affaires de la famille », comme disait Monique. Mais ce jour-là, poussé par une impulsion, j'ai forcé la serrure d'un vieux coffre en bois. À l'intérieur, j'ai trouvé des piles de documents jaunis, des contrats, des titres de propriété, des lettres. Et, au fond, un testament, rédigé par le grand-père de Julien, un homme dont on parlait peu dans la famille. Le testament était à moitié déchiré, mais ce que j'ai lu m'a coupé le souffle. Il mentionnait une clause concernant l'héritage des Delacroix, une propriété, un manoir à la campagne, et une somme d'argent considérable, réservée à l'épouse légitime de l'héritier principal en cas de divorce, à condition qu'elle prouve sa loyauté. Les mots étaient vagues, mais ils suggéraient que cette clause avait été cachée par la famille. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce possible? Était-ce ma chance de reprendre le contrôle? J'ai caché le testament dans un endroit sûr et j'ai contacté Maître Dubois. Je ne savais pas encore si je pouvais lui faire confiance, mais son comportement lors de notre première rencontre, cette lueur dans ses yeux, cette question énigmatique m'avait intrigué. Lors d'un appel discret, je lui ai parlé du document. Intéressant, a-t-il murmuré, avant de me conseiller de continuer à chercher. Il m'a donné un rendez-vous secret pour discuter, loin des regards indiscrets. Les tensions montent, mais la famille Delacroix n'était pas dupe. Quelques jours après ma découverte, lors d'un dîner chez Monique, l'atmosphère était irrespirable. Julien était absent, retenu par une urgence au bureau. Je savais maintenant que cette urgence portait le nom d'Amélie. Monique m'a prise à part après le dessert, ses yeux perçants comme des lames. Claire, j'espère que tu ne fais rien de stupide. L'héritage des Delacroix n'est pas un jouet. Si tu tentes quoi que ce soit, tu le regretteras. Sa voix était un mélange de menace et de certitude. J'ai feint l'innocence, mais mon cœur cognait dans ma poitrine. Comment savait-elle que j'avais fouillé? Quelqu'un m'avait-il vu? Les jours suivants, j'ai senti une surveillance constante. Marc m'a appelé pour me proposer un arrangement, signer une renonciation à tout droit sur l'héritage en échange d'une somme modeste. Pour les enfants, a-t-il ajouté, avec un sourire hypocrite. Sophie, elle, m'a croisé en ville et m'a lancé, avec un rire moqueur, tu penses vraiment que tu peux nous défier? Même Amélie, que j'ai rencontrée par hasard dans un café, m'a provoqué. Julien m'a tout raconté, Claire. Il dit que tu n'as jamais su le rendre heureux. Ces mots m'ont blessée, mais j'ai vu dans ses yeux une naïveté qui m'a presque fait pitié. Elle ne connaissait pas encore la véritable nature des Delacroix. Mes enfants, eux, devenaient mon refuge et ma faiblesse. Emma, un soir, m'a prise dans ses bras, les larmes aux yeux. Maman, pourquoi tu ne te défends pas? Pourquoi tu laisses papa faire ça? J'ai voulu lui dire la vérité, lui parler du testament, de mon plan, mais je me suis tue. Je ne pouvais pas les impliquer, pas encore. Fais-moi confiance, ma chérie, ai-je murmuré, en la serrant contre moi. Lucas, lui, m'a offert un dessin, un portrait de nous trois, souriant. Pour que tu sois pas triste, maman. Ce dessin, je l'ai gardé dans ma poche, comme un talisman. Vers le point culminant, le temps pressait. Julien devenait de plus en plus imprudent, laissant des indices de son plan, des conversations avec Amélie sur haut-parleur, des documents laissés sur la table. Un soir, alors que je rangeais son bureau, j'ai trouvé une lettre de son avocat, mentionnant un divorce imminent et une redistribution des actifs. Mon sang s'est glacé. Il voulait m'écarter complètement, me laisser sans rien. Mais il ne savait pas que j'avais le testament, ni que Maître Dubois m'avait promis de vérifier sa validité. J'ai pris un risque énorme en rencontrant le notaire en secret, dans un café à l'extérieur de la ville. Madame Delacroix, ce document est authentique, m'a-t-il confirmé, ses lunettes reflétant la lumière tamisée. Mais il faut agir vite. La famille a des avocats puissants. Si vous signez quoi que ce soit sans me consulter, vous pourriez tout perdre. Il m'a regardé avec une gravité qui m'a rassuré. Pour la première fois, j'avais un allié. Mais le lendemain, tout a failli s'effondrer. Julien est rentré à l'improviste alors que je consultais des notes sur le testament. Qu'est-ce que tu fais? A-t-il aboyé, arrachant les papiers de mes mains. Son regard était noir de colère. Tu fouilles dans mes affaires maintenant? J'ai balbutié une excuse, mais il m'a fixé, suspicieux. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, Claire.
Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, terrifié à l'idée qu'il découvre tout point le lendemain, il m'a annoncé, d'un ton glacial, demain, chez le notaire. On règle tout. Je savais que le moment approchait. Le moment où je devrais jouer mon va-tout. Mon cœur battait à tout rompre, mais une partie de moi était prête. Prête à affronter Julien, Monique, Amélie, et toute cette famille qui avait cru pouvoir me briser. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais une arme, et que j'étais prête à l'utiliser. Je me tenais à nouveau dans le bureau de Maître Dubois, l'air lourd de tension, comme si chaque molécule de la pièce savait que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. La table en chêne, les murs lambrissés, l'odeur de vieux papier, tout était identique à la première fois, et pourtant, tout avait changé. J'avais changé. En signant ce document quelques semaines plus tôt, j'avais mis en branle un plan que personne, pas même Julien, n'aurait pu anticiper. Mon cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas de la peur. C'était de l'excitation, mêlée d'une colère froide et d'une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'étais prête à renverser l'échiquier. Point culminant, la vérité éclate. La famille Delacroix était là, au grand complet, leur visage affichant une assurance arrogante. Julien, assis à côté d'Amélie, caressait distraitement sa main, comme s'il exhibait un trophée. Monique, droite comme une reine, me toisait avec ce sourire cruel que je connaissais si bien. Les 6 frères et sœurs Marc, Sophie, Paul, Laurence, Vincent et Camille formaient un mur de mépris, leur regard oscillant entre l'impatience et le dédain. Ils pensaient que cette réunion scellerait ma défaite, que je quitterais cette pièce brisée, sans un sou, sans mes enfants, sans dignité. Ils se trompaient. Maître Dubois, derrière son bureau, ajusta ses lunettes et ouvrit un dossier épais. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour finaliser les termes du divorce de Monsieur et Madame Delacroix, ainsi que pour clarifier certains aspects de l'héritage familial. Sa voix était calme, presque trop calme, et je sentis un frisson d'anticipation me parcourir. J'avais passé des nuits blanches à préparer ce moment, à m'assurer que chaque détail était en place. Le testament trouvé dans le grenier, cette clause obscure rédigée par le grand-père de Julien, était ma carte maîtresse. Et Maître Dubois, que j'avais appris à considérer comme un allié, était sur le point de la jouer. Julien s'est levé, impatient. Finissons, maître. Claire a déjà signé, tout est réglé. Il m'a lancé un regard, un mélange de pitié et d'arrogance. Tu n'as plus rien à faire ici, Claire. Amélie a gloussé, et Monique a hoché la tête, satisfaite. Oui, passons à l'essentiel, a-t-elle ajouté, sa voix tranchante. L'héritage doit rester dans la famille. La vraie famille. Je me suis contentée de sourire, un sourire discret mais ferme, celui que j'avais affiché la première fois que j'avais signé. Maître Dubois m'a regardé, ses yeux brillants d'une lueur complice. Madame Delacroix, avant de conclure, permettez-moi de préciser un détail. Le document que vous avez signé lors de notre dernière réunion n'était pas uniquement un accord de divorce. Il a marqué une pause, laissant le silence s'installer. Les regards se sont tournés vers lui, puis vers moi, pleins de confusion. Qu'est-ce que vous voulez dire, a aboyé Marc, l'aîné, en se penchant en avant. Monique a froncé les sourcils, soudain moins sûre d'elle. Julien, lui, a lâché la main d'Amélie, son visage blêmissant. Claire, qu'est-ce que tu as fait, a-t-il murmuré, la voix tremblante. Maître Dubois a sorti un document jauni du dossier, le testament que j'avais trouvé dans le grenier. Ce document, rédigé par Monsieur Édouard Delacroix, le grand-père de Monsieur Julien Delacroix, stipule une clause particulière concernant l'héritage familial. En cas de divorce, l'épouse légitime en l'occurrence, Madame Claire Delacroix a le droit de revendiquer la propriété du manoir de Bellevue, ainsi qu'une somme substantielle réservée pour garantir son indépendance et celle de ses enfants, à condition qu'elle prouve sa loyauté envers la famille. Un silence glacial a envahi la pièce. Puis, un chaos. Julien s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. C'est impossible. Ce testament n'existe pas. Monique, livide, a crié, comment osez-vous? Ce document est un faux. Les frères et sœurs ont commencé à parler tous en même temps, leur voix formant un brouhaha d'accusations. Amélie, dépassée, regardait Julien avec des yeux écarquillés. Julien, tu m'avais dit que tout était sous contrôle. Je me suis levée, lentement, savourant chaque seconde.
Le testament est bien réel, ai-je dit, ma voix posée mais ferme. Et j'ai prouvé ma loyauté, pendant 18 ans. J'ai supporté vos insultes, vos manigances, votre mépris. J'ai élevé mes enfants dans l'ombre de votre famille, sacrifiant mes rêves pour Julien. Et vous pensiez pouvoir me jeter dehors comme une vulgaire domestique? Je me suis tournée vers Monique. Vous avez voulu un véritable héritier, n'est-ce pas? Eh bien, mes enfants sont les seuls héritiers légitimes, et ce testament le prouve. Julien m'a attrapé par le bras, son visage déformé par la rage. Tu mens. Tu as fabriqué tout ça. Mais Maître Dubois a levé une main pour l'arrêter. Monsieur Delacroix, je vous conseille de vous rasseoir. Ce testament a été authentifié. Madame Claire a fourni toutes les preuves nécessaires, y compris des lettres de votre grand-père confirmant ses intentions. La propriété de Bellevue et la somme associée lui reviennent de droit. Monique s'est effondrée dans son fauteuil, les mains tremblantes. Tu nous as trahis, a-t-elle sifflé, ses yeux lançant des éclairs. J'ai soutenu son regard, sans ciller. Non, Monique. C'est vous qui m'avez trahi. Tous autant que vous êtes. Résolution, les conséquences les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. La famille Delacroix, désespérée, a tenté de contester le testament. Marc a engagé un bataillon d'avocats, Monique a multiplié les menaces, allant jusqu'à m'accuser de vol devant mes propres enfants. Mais Maître Dubois, fidèle à sa parole, avait tout prévu. Il m'a révélé, lors d'une réunion privée, qu'il avait connu le grand-père de Julien, un homme intègre qui méprisait l'arrogance de sa propre famille. Il aurait été fier de vous, Claire, m'a-t-il dit, un sourire discret aux lèvres. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Julien, lui, s'est effondré. Sans la propriété de Bellevue qui représentait une part significative de la fortune familiale et avec les dettes qu'il avait accumulées pour impressionner Amélie, il était dans une situation précaire. Amélie, d'ailleurs, n'a pas tardé à montrer son vrai visage. Lors d'une confrontation houleuse, que j'ai entendue par hasard en passant près de leur appartement, elle lui a reproché de l'avoir trompée sur la marchandise. « Tu m'avais promis une vie de luxe », a-t-elle crié, avant de claquer la porte. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. La naïve petite secrétaire avait cru pouvoir s'intégrer dans le monde des Delacroix. Elle n'avait pas compris que, pour eux, elle n'était qu'un pion. Mes enfants, Emma et Lucas, ont été ma priorité. La vérité sur leur père les a blessés, mais ils m'ont surprise par leur résilience. Un soir, alors que nous dînions dans notre nouvelle maison, un cottage modeste mais chaleureux, acheté avec une partie de l'héritage, Emma m'a pris la main. « Maman, je suis fière de toi. Tu t'es battue pour nous. » Lucas, plus timide, a ajouté, « T'es la meilleure, maman. » Ces mots ont effacé des années de douleur. J'ai obtenu la garde exclusive, Julien n'ayant même pas tenté de se battre, trop occupé à gérer les ruines de sa vie. À la famille Delacroix, elle, s'est déchirée. Les frères et sœurs, furieux d'avoir perdu une partie de leur héritage, se sont retournés les uns contre les autres. Sophie a accusé Marc de ne pas avoir surveillé Julien, Paul a reproché à Monique son arrogance. Lors d'une dernière tentative désespérée, Monique m'a envoyé une lettre menaçante, promettant de me poursuivre en justice. Mais Maître Dubois m'a assuré que leur cause était perdue d'avance. Ils n'ont rien, Claire. Vous avez gagné. Dénouement, une nouvelle vie assise sur la terrasse de ma nouvelle maison, un café à la main, je regarde Emma et Lucas jouer dans le jardin. Le soleil se couche, baignant le paysage d'une lumière dorée. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Libre du poids des Delacroix, libre de leur jugement, libre de reconstruire ma vie. J'ai repris contact avec d'anciens amis, ceux qui m'avaient manqué pendant toutes ces années où j'étais prisonnière de ce mariage. J'ai même commencé à écrire à nouveau, des bribes d'un roman inspiré par mon histoire. Peut-être qu'un jour, je le publierai. Peut-être que d'autres femmes, comme moi, y trouveront du courage. Ce que j'ai appris, c'est que la vengeance n'est pas toujours une question de haine. Parfois, c'est une question de justice, de reprendre ce qui vous a été volé, votre dignité, votre voix, votre avenir. J'ai pardonné à Julien, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je refuse de porter son ombre plus longtemps. Mes enfants, eux,
grandiront avec l'amour et la force que je leur donne, loin des mensonges de leur père. Quelques semaines après la réunion chez le notaire, Maître Dubois m'a appelé. Claire, il y a autre chose, m'a-t-il dit, sa voix teintée d'amusement. Le grand-père de Julien avait une autre propriété, moins connue, cachée dans les registres. Elle vous revient aussi. J'ai ri, un rire franc, libérateur. Une maison au bord de la mer, un endroit où je pourrais emmener Emma et Lucas pour des vacances, pour construire de nouveaux souvenirs. En repensant à ce moment chez le notaire, à ce sourire que j'ai affiché en signant, je réalise que c'était plus qu'un acte de défi. C'était une promesse à moi-même, celle de ne plus jamais me laisser réduire au silence. À toutes les femmes qui m'écoutent, qui se reconnaissent dans mon histoire, je veux dire ceci, vous êtes plus fortes que vous ne le pensez. Les secrets, les trahisons, les familles qui vous écrasent, tout cela peut être surmonté. Il suffit de trouver votre voie, et de l'utiliser.